tout cas, c'est vrai que Voilà. c'est intéressant et ça fait repenser aux petites statistiques qu'on a vues ce matin où Eve nous partageait le 50-50 des utilisateurs de Fusion, hein, puisqu'il y a plus de 5 millions d'utilisateurs professionnels, mais aussi 5 millions issus de l'éducation. Et ça, c'est très encourageant puisque on le voit à travers les WorldSkills qui mobilisent que des jeunes de moins de 23 ans talentueux dans tous leurs métiers. Qu'on C'est de se retrouve dire après. que Qu'on ils vont retrouve grandir. après en rendez-vous clientèle quand ils sont embauchés dans des compagnies. Donc, c'est formidable parce que justement, ce Fusion a cette versatilité en termes de facilité d'accès et au final de pouvoir vraiment avancer sur plein de secteurs d'industrie comme on peut le rencontrer au jour le jour, quoi. Eh ben, la transition est toute faite, Edouard. Si je Voilà. t'ai demandé de venir sur scène aujourd'hui, justement, c'est pour nous présenter Fusion alors sur son approche manufacturing. Donc là, c'est une vision Tout où à fait. on prend un petit peu de hauteur. Alors, on parle d'usinage, mais non, pas uniquement usinage. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que le logiciel est orienté pour concevoir et fabriquer dans un seul et même environnement, tout en collaborant. Là, on a Tout à bien fait. compris, on l'a vu à travers les différents éléments. Et ce que j'ai souhaité te donner comme challenge, c'est de nous présenter justement cet aspect Alors, manufacturing et les différents outils peut-être voilà. mis à disposition des industriels aussi pour Alors, tout à fait. Le but de cette présentation, et merci pour cette introduction, c'est vraiment justement faire un accent sur les outils qui permettent d'accélérer justement sur retour sur investissement. Typiquement, c'est le challenge qu'on a de toute façon au jour le jour et qu'on a aussi avec nos compétiteurs sur le marché, où on a cette force, nous, de proposer justement cette pré-intégration et l'association qu'on a avec F3DF et d'autres partenaires sur ce marché-là, justement pour permettre aux clients d'accélérer justement l'intégration, l'implémentation de Fusion dans les processus, je dis bien les processus de fabrication, parce que certes, je vais partager quelques exemples qui sont autour de l'usinage après sur Fusion en fin de présentation, mais je vais quand même préférer utiliser quelques slides justement pour montrer que ça concerne beaucoup d'éléments justement là-dessus, beaucoup de départements, si on pense à une seule entreprise, à beaucoup de départements ou beaucoup de types d'entreprises avec différents secteurs, en effet. Alors, je vais partager mon écran, je fais au mieux pour que ce soit le plus fluide possible. Ne t'inquiète pas, le partage est juste à côté de la zone caméra et tu vas pouvoir... Normalement, intégrer la... Voilà. Alors, c'est pas ça. Ah oui, c'était pas ça du tout. Partager, c'est plutôt là. Alors, typiquement, j'ai supposé avoir deux écrans. Je partage et bien entendu... ça a l'air sympa, ça en tout cas Ça, c'est une pièce... voilà. C'est pour la suite. Je vous emmène avec quelques slides. Donc, le but de tout ça, c'est de parler de l'extension fabrication, de ce dont on les retourne aujourd'hui. Donc, pour le coup, on va faire quand même une introduction. Alors, je ne peux pas... Ah si, ok, très bien. Donc, le but étant de vous faire une introduction, de savoir un peu ce que recherchent les entreprises et puis qu'on fasse un petit focus justement sur les types d'utilisateurs. On va faire une vue d'ensemble, encore une fois, c'est pas le but, c'est pas de vous prendre un maximum de temps sur ces éléments, mais qu'est-ce qu'apporte finalement l'extension fabrication. Et on ira après sur le live, on montrera justement, on parlera un peu de template d'usinage et justement la valeur ajoutée des templates d'usinage, des macros d'usinage, avec justement ce que va apporter cette extension fabrication. Alors, hop. Donc, l'introduction, vous la connaissez, vous avez déjà vu ces slides, mais c'est vraiment à chaque fois où on revient là-dessus comme exemple auprès des utilisateurs, où finalement, Fusion va permettre de centraliser les informations qui sont liées au design d'un produit, à sa conception, à son ingénierie, à son intégration même dans son environnement, pour faire en sorte que les différents spécialistes, les différents départements d'entreprise puissent travailler ensemble. Encore une fois, on le redit, mais il est important de prendre en compte que finalement, Fusion, en termes à qui s'adresse-t-il? Il s'adresse pour le coup à énormément de talents dans une seule et même entreprise. On peut penser au concepteur, designer, à l'ingénieur mécanique, même à l'ingénieur électronicien, au programmateur de machines-outils et après aux différents utilisateurs de ces dites machines dans l'atelier. Bien entendu, encore une fois, ça va pouvoir compléter finalement tout un jeu de solutions spécialistes dans la gamme Autodesk, mais aussi s'intégrer avec des environnements, je dirais, tierces, d'éditeurs tierces, pour typiquement pouvoir continuer à travailler avec Fusion. Parce que finalement, on a cette capacité à utiliser même de la data externe
même en natif, et l'importer dans Fusion pour se concentrer, par exemple, sur la génération, la création de la stratégie de la fabrication. Finalement, je dirais que point qu'on retrouve très souvent finalement dans nos rendez-vous et dans les retours que vous, utilisateurs, nous faites et dans les rendez-vous avec les autres potentiels utilisateurs qu'on fait, on a toujours cette question, qu'est-ce que vous cherchez à réaliser dans votre atelier? Forcément, on en revient à la productivité typiquement, parce que la productivité, c'est du gain de temps potentiellement. Quand on parle productivité, il faut le penser au sens large. Pas que le temps machine, mais aussi la qualité de ce qu'on fabrique pour pas avoir à revenir finalement, à retoucher, à reprendre des pièces et anticiper surtout cette partie, je dirais, production de la pièce. Le gain de temps, la productivité, ça englobe quand même pas mal de sujets. Alors, on a toujours ces, je dirais, catégories dans des ateliers de fabrication qui reviennent en termes de comment peut-on faire pour augmenter cette productivité. Il y a forcément la machine en elle-même, la machine-outil, les outils coupants. Alors, on peut parler même d'effecteurs, si on veut penser un peu à la fabrication additive, la façon dont on génère notre stratégie de fabrication et l'automatisation de tous ces éléments. Alors, pour le coup, les machines, par exemple, ça peut être améliorer une machine dernier cri, typiquement, investir dans une machine dernier cri qui a vraiment des temps de fabrication, une rigidité qui fait qu'on augmente, on améliore la productivité en baissant le temps de production. On peut aussi faire en sorte d'avoir quelque chose qui permet d'améliorer les cycles de vie de la machine. Et si on va aux outils coupants, pareillement, plus on va investir dans des outils performants, plus on va obtenir de la performance en termes de productivité, de qualité de fabrication. Bien entendu, il y a cet aspect coût à prendre en compte, mais c'est de l'investissement pour avoir un retour sur investissement. Il y a des choses sur lesquelles nous, avec Fusion, on peut intervenir, je dirais, assez directement. C'est-à-dire, forcément, comme Fusion est un logiciel qui est en ligne et qui est mis à jour directement, nous avons des équipes qui sont vraiment dédiées au contact avec les fabricants machines. On fait en sorte d'avoir cette pré-intégration en ayant les machines justement qui soient intégrées. Mais on garde en tête aussi que bien des ateliers, bien des entreprises de fabrication ont des découpes laser, des machines-outils qui sont un peu plus anciennes. Donc on fait en sorte d'apporter justement un côté stratégie qui s'adapte aussi à ces machines et qui leur permettent de travailler de manière souple. On pourrait aussi penser que dans la gestion des outils, on pourrait intervenir. Au final, non, parce que c'est vraiment quelque chose qui appartient aux affûteurs, aux fabricants d'outils coupants, aux fabricants de matières qui apportent cette performance en soi. Finalement, la programmation, donc le temps de programmation, le type de fabrication et l'automatisation de la programmation, on pourrait même ajouter l'automatisation du réglage de la machine, ça va être quelque chose sur lequel, avec Fusion, on va pouvoir intervenir. On va faire un petit aparté justement sur les différents utilisateurs, les différents types de machines qu'on va rencontrer. Donc forcément, il y a le côté additif, l'usinage, et tout ce qui va être outils d'imbrication. Ça va intervenir dans des différents styles d'industrie, les industries au sens large. Ça va permettre aussi de pouvoir optimiser certaines machines, certains utilisateurs de machines, et surtout s'adapter à différents types de pièces. Il y a des domaines de prédilection pour Fusion, mais il peut y avoir aussi des domaines où on peut entendre qu'il y a certaines limitations, où il faut faire ce qu'on appelle des petits trucs et astuces pour obtenir ce qu'on veut. En tout cas, si on reprend cette industrie dans l'additif, forcément, on est toujours, en tout cas sur la partie extension machining, parce que c'est ça dont on parle, on a de la fabrication additive métal, où on retrouve littéralement des industries de pointe, mais typiquement dans l'automobile, dans l'aérospatial, dans les médicaux, dans les produits de consommation haut de gamme, ou voire même des fois dans des outillages avancés pour les différentes industries citées. L'avantage aussi de rencontrer ce type d'industrie, c'est qu'on se rend compte que finalement, il y a cet aspect fabrication hybride, donc qui va combiner finalement l'additif et le soustractif, et la qualité que a Fusion pour s'adapter à ce type de process. Après, c'est toujours pareil, c'est au cas par cas, parce qu'on arrive aussi dans des endroits un peu plus niches, mais qui se développent de plus en plus. En tout cas, on a ces outils qui sont de plus en plus développés, et avec justement l'aspect additif, l'aspect extension fabrication, on va avoir la possibilité justement de anticiper, qualifier, optimiser l'utilisation de ces machines. Dans l'usinage, historiquement, Fusion a ces deux domaines un petit peu
prédilection que sont l'usine et l'additif. En l'occurrence, c'est notre but aussi, c'est de pouvoir s'adresser à différents types d'utilisateurs. On retrouve des gens qui travaillent, ça passe de l'artisan vélo à le fabricant de lanceurs spatiaux, jusqu'à travailler même 10 fois déjà aujourd'hui avec des grands constructeurs automobiles, mais aussi à des petits ateliers, mais qui ont besoin toujours de cette optimisation finalement de l'utilisation de la machine en elle-même, parce que ça représente le plus gros de l'investissement quand on est dans le monde, je dirais, de la fabrication soustractive, c'est la machine en elle-même. Le logiciel permet de l'optimiser. C'est là-dessus qu'on vient s'ajouter avec Fusion. Mais on a aussi en parallèle une autre technologie qui est l'imbrication. L'imbrication, on va parler de découpe laser, de découpe jet d'eau, de découpe plasma par exemple, et faire en sorte que là où ces machines sont finalement relativement faciles à régler, c'est-à-dire qu'il faut extraire un modèle et pouvoir contourner le modèle, on parle de fabrication 2D, c'est-à-dire qu'on a vraiment sur des mises à plat, des pièces mises à plat, donc on est vraiment sur de la découpe à plat. L'avantage d'avoir justement cette fameuse extension fabrication, c'est qu'on va prendre en compte à partir du design, parce qu'on parle bien entendu de plateforme Fusion, donc on part même du design en 3D, sur lequel on a pu faire des rendus, sur lequel on a pu faire des mises en plan, sur laquelle on a pu utiliser l'intelligence artificielle pour l'optimiser, on va pouvoir finalement directement dans la partie optimisation passer littéralement une phase industrielle. Une phase, en l'occurrence, on parle de machines vraiment faites pour de la haute productivité. Quand on pense à de la découpe laser, c'est quand même, on commence à rentrer sur des productions assez importantes. Et c'est en ça qu'il y a de la valeur ajoutée justement sur l'extension machining, parce qu'on va pouvoir finalement augmenter les capacités, l'efficacité et le contrôle de la qualité par différents outils. Donc, typiquement, on va pouvoir, grâce à ces optimisations, améliorer ses capacités de productivité, donc gagner du temps, avoir plus de volume de fabrication, et on va justement avoir cette efficacité qui est améliorée pour finalement optimiser nos parcours d'outils avec justement ces outils qui vont nous permettre d'optimiser, justement, d'automatiser la génération pour se concentrer sur le détail plutôt que sur la stratégie en elle-même. Donc, pour résumer, typiquement, l'extension fabrication, manufacturing extension, comme on l'appelle, va avoir cette possibilité justement sur ces trois pôles, si j'ose dire, additifs, usinage, découpe 2D, de pouvoir améliorer justement ce process. Encore une fois, sur la partie additive, parce que je sais que F3DF, c'est quand même le maître, ce sont les maîtres de la fabrication additive. L'extension additive, c'est vrai qu'il va avoir beaucoup de valeur ajoutée sur cette partie, je dirais, additif métal, qui est de plus en plus poussée. Et bien entendu, si on reprend l'usinage, c'est le domaine de prédilection, c'est finalement rendre la complexité facile et rendre la facilité rapide. C'est-à-dire que quand on va avoir des pièces simples, le but étant de gagner du temps, bien entendu, et quand on a de la complexité sur les pièces, le but étant de justement trouver les meilleures stratégies, les meilleurs automatismes pour pouvoir faciliter la programmation de cette machine, la rendre plus accessible. Là, je parle un peu d'expérience, parce que quand on est dans une entreprise d'usinage et qu'on passe de machines relativement simples en 3 axes à 5 axes, eh ben, ce n'est pas forcément les mêmes stratégies, ce n'est pas forcément la même compréhension même de ce que doit être la configuration de l'usinage. Et le but de Fusion, c'est de pouvoir justement faciliter ça avec ces outils d'anticipation. Si on passe justement sur ce pôle nesting, point important pour le coup, c'est de pouvoir proposer justement une optimisation même comptable, au-delà de l'automatisation de la génération de ces mises à plat imbriquées pour optimiser justement, passer directement à l'usinage. On va aussi avoir cette notion comptable, on va pas pouvoir prendre en compte le coût des matériaux pour avoir vraiment un retour, je dirais, direct sur le coût réel de ce que va coûter la fabrication. Ceci étant dit, je vais passer rapidement sur Fusion. Je vois que le temps passe vite. J'aimerais qu'on puisse faire un temps de session, une session de questions-réponses. Et donc, on va aller directement sur Fusion. Alors, c'est là où je vais faire en sorte... Oui, tu peux. Voilà. Ouais, parfait, impeccable. Tu t'en sors impeccablement bien. C'est vrai que l'écran, je ne vois pas grand-chose. Alors, attendez. Alors, je reviens tout de suite. Je repartage mon écran, je suis désolé. Je vais y arriver. Parce que là, je ne vois rien du tout, en fait.
Ouais, Donc, pas de souci. C'est vrai que là, partage, c'est bien. Tu ouais, as arrêté le partage, tu peux relancer. je vais relancer le partage, je le mets juste sur le bon écran, sinon je suis pas vraiment capable de voir ce que je vous La vraie présente. question, c'est combien tu as d'écran, en fait, Edouard? On t'imagine J'en ai avec au que moins deux, 3 j'en ai écrans. que deux, mais j'en ai un qui est très très loin, donc voilà, je suis pas dans, dans ma zone de confort aujourd'hui sur le partage d'écran. Donc je vais aller directement sur la fenêtre et vous partager Fusion. Normalement, Impeccable. supposé être là. OK. Donc on a plusieurs points sur lesquels je vais parler. C'est déjà dans Fusion, il y a plusieurs aspects qui vous permettent de prendre ce retour sur investissement vraiment à bras le corps. Dans le sens où finalement, dans Fusion, on va déjà avoir des bibliothèques qui sont pré-intégrées. Qu'est-ce qu'une bibliothèque? C'est littéralement l'ensemble des bibliothèques qu'on va retrouver pour les outils, bien entendu, pour les machines et pour les post-processeurs. Et c'est de là où aussi on va pouvoir faire le bilan de Fusion, c'est que de manière très régulière, je dirais tous les 2 mois, 3 mois et des fois même moins, de nouveaux post-processeurs sont ajoutés. Donc, pour rappel, le post-processeur, c'est littéralement le langage qui va permettre, c'est le pont qui va permettre au langage de Fusion d'être transmis au langage de la machine en physique. Dans Fusion, on a cette bibliothèque qui est disponible, typiquement, qui va permettre justement d'accéder à un ensemble de post-processeurs qui vont s'appliquer à différentes technologies de fabrication. Parce qu'on va parler d'entendu de fraisage, de tournage, de fabrication additive et aussi typiquement de fabrication, je dirais, par découpe. D'accord? Donc, on a ces bibliothèques qui sont préintégrées, qui sont justement vérifiables et éditables dans le cadre d'une intégration que F3DF va pouvoir fournir au final. On va aussi avoir des bibliothèques. Alors, bien entendu, on n'aura jamais toutes les machines du monde en simulation. C'est littéralement, même avec la meilleure volonté du monde, c'est pas possible. Mais en tout cas, on a déjà, je dirais, des machines génériques qui peuvent être éditées là aussi, typiquement en demandant de l'aide à F3DF qui va vous permettre cette intégration. Mais on a aussi déjà des machines qui sont très courantes sur le marché pour permettre aux utilisateurs de faire des tests rapides pour arriver directement, je dirais, en tout cas, à la possibilité de générer une stratégie et faire un test en physique au final. Alors, Edouard, en fait, on ne voit pas tes menus, tes sous-menus. Alors, je ne sais pas si tu veux peut-être essayer très bien. de départager et repartager, puisque on Alors, a bien imaginé désolé. la liste des bibliothèques de Alors, machines, mais on ne les voyait pas. Ok, autant pour moi. Donc là, hop, je partage mon écran et non, pas du tout. Et normalement, vous voyez Fusion maintenant. Et là, voilà. Donc là, si tu reviens sur le si je menu, clique là-dessus, voilà, parfait. Alors, donc, comme je vous disais, que ce soit en additif métal, que ce soit en fraisage, on n'aura jamais toutes les machines du monde. Et c'est là où justement il y a cette collaboration, ce partenariat avec F3DF qui va permettre aux utilisateurs finaux d'avoir la meilleure intégration possible. Pourquoi la meilleure intégration possible? Parce que le but finalement, c'est de pouvoir automatiser ces usinages. Là, en l'occurrence, cet exemple, c'est une pièce relativement simple sur laquelle on a fait une simulation avec une machine de la marque Turco, ça aurait pu être une autre, il n'y a aucun partenariat là-dessus, et on a créé nos stratégies pour faire nos ébauches, nos finitions de la matrice et la finition des plats et justement cet ébavurage. On pourrait dire déjà d'emblée que cette stratégie, elle a été créée manuellement. Mais moi, j'ai besoin de capitaliser sur, par exemple, ces deux stratégies qui me vont bien. L'une est pour finir les plats, donc suivre typiquement la finition et d'avoir cet épavurage. Ce sont des éléments qu'on va retrouver typiquement dans l'extension, en particulier les bavurages. Et par exemple, si on a besoin de faire du 5 axes avec la reconnaissance du plat, on va avoir cette stratégie qui est déjà automatisée. C'est-à-dire qu'elle est en reconnaissance de fonctions 3D. C'est l'avantage de Fusion, c'est qu'on a déjà des stratégies qui vont être en reconnaissance de 3D et déjà automatisées pour reconnaître les fonctions où on va. En l'occurrence, si je prends ces deux stratégies, c'est des exemples, on a peu de temps pour que je puisse développer jusqu'au bout, mais c'est automatique, c'est-à-dire qu'elle va reconnaître toutes les surfaces parallèles à l'espace de travail. Les bavurages, c'est une stratégie qui va reconnaître toutes les arêtes vives du modèle pour pouvoir générer une stratégie des bavurages. Pour ceux qui ont travaillé dans les ateliers, on sait que quand les bavurages est à 80, 60, même 50% fait sur la machine et qu'on évite justement ce travail manuel, c'est une bonne façon de gagner du temps, d'éviter les blessures.
ou d'abîmer la pièce, par exemple. Je vais mettre ça en parallèle avec les templates. On a une bibliothèque de templates dans Fusion, donc on parle de ces fameuses bibliothèques préintégrées, et on a déjà créé des templates. Des templates sont ni plus ni moins que des automatismes qui vont s'adresser, par exemple pour le perçage, par exemple pour pouvoir placer automatiquement des supports de pièces. On va pouvoir aussi faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes d'une équipe puissent travailler avec les différentes templates. Les templates, si j'en sélectionne une, je vais retrouver des éléments qui me disent, bah voilà, j'ai des contours internes, j'ai des contours externes. J'ai par exemple ici la possibilité de faire des stratégies spécifiques pour le perçage. Ce sont des automatismes qui vont permettre, en reconnaissant les fonctions 3D, d'importer directement des stratégies dedans. On pourrait dire que ma stratégie... On peut travailler ici, en fait sur des bibliothèques proposées par le logiciel, mais développer ses propres et habitudes. surtout en fait, développer ses propres bibliothèques en fonction des matériaux, des machines, exactement. Des cinématiques de la machine, bien entendu, parce que si je regarde ma machine, celle-ci, elle est un peu particulière. Donc, je peux déjà vérifier en simulation avant d'enregistrer tout. Alors, hop, je vais démarrer avec la machine. Je croise les doigts pour que ça se passe bien, parce que c'est du live. Voilà. J'ai ma carte graphique qui fait un bruit d'école, vient se passer. Vous voyez, donc là, je vais pouvoir déjà avoir une liste où ils vont me donner des informations sur les différents crashs, les différents éléments. Je peux valider finalement en digital ma stratégie. L'idée de tout ça, c'est de dire, bon, bah, à la fin, moi, mon ébavurage fonctionne bien. Donc, je peux le sauvegarder en tant que template. Il suffit que je les sélectionne, je sauvegarde de template, et puis je peux dire, bah, tiens, c'est plat plus ébavurage en 3 axes, par exemple. OK ? Je peux les stocker soit en local, soit je peux les partager avec mon collègue Diego, parce que justement, on a cet aspect cloud. J'enregistre. Jusque-là, tout va bien. Je peux faire ce genre de template aussi en tournage, parce qu'on a cette capacité dans Fusion où nos stratégies de tournage, excusez-moi, je zoome, vont reconnaître justement le profil, même s'il est un peu complexe et un peu gauche, de ma pièce à tourner, et je peux là aussi sauvegarder ces stratégies pour automatiser la génération de mes stratégies, par exemple, de pièces en tournage. Et encore une fois, ces templates peuvent être différentes en fonction des besoins, des matériaux, des outils utilisés ou de la machine utilisée. Une machine, on va dire, AS à une machine Mazak, peut-être qu'on ne va pas avoir les mêmes conditions de coupe. Donc, on peut créer ces espèces de catalogues de templates, d'automatisation des usinages. Et si on veut aller plus loin, et ça sera malheureusement le dernier exemple que je vais vous présenter, on peut créer même des templates un peu plus avancés. Là, on est sur un étau très simple, et quand je regarde ce qui a été fait, c'est que j'ai mon stock qui est déjà pré-paramétré. Ce stock, je peux modifier les paramètres de dimension, parce qu'on est sur un logiciel paramétrique. Ça veut dire que si je décide ici que la longueur de mon brut serait plutôt de 200 mm, je peux changer la dimension pour changer mon brut. D'accord ? Donc, une fois que j'ai fait ça, bon, admettons, il serait plus intelligent que j'importe une pièce. Ben là, je vais ouvrir juste mon tableau et je vais importer cette pièce. Je vais la faire glisser. Donc, il va me la placer avec plus ou moins de bienveillance. Vous voyez, ben là, je pourrais peut-être lui dire que je vais descendre de autant et puis je vais lui dire que je vais me mettre à moins 16 et je peux réduire, par exemple, la hauteur de mon brut. Le but étant d'avoir forcément le brut exact par rapport au lopin qui va être utilisé. Donc là, on pourrait dire que j'ai placé ma pièce. D'accord ? Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est comme si j'avais fait un pré-réglage. D'ailleurs, si je regarde un petit peu mon étau, je pourrais même mettre le tab de ma machine AS si j'ai besoin. En l'occurrence, je peux aller directement en fabrication. Et dans l'aspect fabrication, j'ai littéralement créé justement un pré-setup. D'accord ? Donc, ça veut dire que ici, j'ai une stratégie d'ébauche et une stratégie de finition qui sont déjà faites. Admettons. Par contre, j'ai déjà ma pièce qui est parée. Donc là, je peux aller ouvrir justement mon setup, sélectionner la pièce que je vais vouloir usiner. OK, je vais bien valider le brut, mais il l'avait déjà validé auparavant. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que je peux sélectionner certains matériaux. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. On pourrait y passer des heures. À partir de ça, je peux faire un petit CTRL-G. D'accord ? Donc là, il va me générer ma stratégie et finalement, en quelques secondes, il va me donner mes temps. Mais rappelez-vous, j'avais utilisé une stratégie justement qui me permettait de finir les plats et des ébavurages avec laquelle j'étais très contente. Donc là, je peux juste faire un clic droit. Je peux juste lui dire que je veux usiner à partir d'une template. Bien entendu, comme je viens de l'enregistrer, il me l'a gardé en haut, mais je peux accéder directement à mon tableau. Je fais ça, et là, directement, il va m'importer les stratégies et faire son calcul.
Ça veut dire que finalement, quand je fais un clic droit, je vais pouvoir créer mes fiches techniques, je vais pouvoir avoir aussi toutes mes stratégies, le temps de fabrication. Au final, vous voyez, en quelques instants, je vais avoir ma stratégie qui va être prête et je vais pouvoir simuler pour valider, par exemple, toutes les collisions, parce que c'est à ça que sert la simulation, c'est de valider toutes les étapes. Et je vais pouvoir accéder à mes listes. Donc, potentiellement, il faudra que j'édite. Mais, encore une fois, tout à l'heure, on a parlé justement avec Red des intelligences artificielles. Ça, on a des outils qui sont dédiés à l'usinage pour encore plus aller dans l'automatisation. Mais, finalement, on va pouvoir faire progresser ces processus, typiquement pour pouvoir avoir des templates d'usinage, des automatismes d'usinage complètement intégrés avec l'atelier, typiquement, et pouvoir développer encore plus, justement, la facilité de génération de programmes. Voilà. Eh ben merci Edouard. Du coup, tu nous as fait encore une fois, on a découvert des choses nouvelles dans les bonnes pratiques de fusion. Donc là, vraiment comment pour ajouter à ça, un bon entraînement avec F3DF plus une bonne intégration, on rencontre des clients qui viennent après sur l'extension machining, qui n'ont pas forcément fait des entraînements, et c'est vrai que c'est une part du ROI, c'est de bien connaître justement tous ces détails. Et une part de l'expertise d'un partenaire comme F3DF, c'est de pouvoir justement mettre tout bout à bout pour qu'une solution qui soit super abordable, finalement, ait en plus un retour sur investissement assez important. Oui. Merci Edouard, en tout cas pour ce partage. Ça nous permet effectivement de bien découvrir l'ensemble finalement de l'aspect fabrication. Donc là, on est sur la fabrication qui est poussée grâce aux extensions avec derrière, je dirais, le leitmotiv, c'est d'automatiser des choses, de créer effectivement des routines de travail qu'on peut réutiliser et tout ça, c'est effectivement, à partir du moment où on connaît bien son besoin, c'est de voir comment la solution peut nous aider à aller plus loin. Donc là, je te rejoins, c'est aussi parfois de questionner les équipes Autodesk, F3DF sur voilà comment je travaille aujourd'hui et quelle méthode peut être apportée pour être finalement plus efficace. Il y avait une petite question qui a été posée, mais je crois qu'on en a un petit peu parlé en direct aussi, on parlait de bibliothèque machine et si elle n'est pas dans la bibliothèque. Alors déjà, avant de dire qu'elle n'y est pas, il faut savoir qu'il y a une très grosse bibliothèque de machines d'usinage où on retrouve énormément de modèles déjà préenregistrés et puis même tu l'as montré dans les exemples, il y a aussi des éléments qui peuvent être importés. On parlait d'étaux, de tables, il y a vraiment beaucoup de choses qui permettent de se projeter dans le process de fabrication. C'est un peu ce qu'on avait vu aussi lors du talk de François sur la partie bibliothèque machine d'impression 3D. C'est aussi un sujet où finalement toute cette bibliothèque de machines est déjà très conséquente et elle ne fait que grandir. Maintenant, si ce n'est pas suffisant ou vous ne retrouvez pas exactement votre configuration, c'est quelque chose qui peut être tout à fait développé à façon. Mais avant tout, c'est d'abord, même réflexe, c'est de questionner parce qu'il y a une grande partie qui est déjà disponible dans Fusion. Parfois, elle peut être disponible dans les bibliothèques Autodesk en partie. Donc, il y a un petit travail de vérification avant et de personnalisation au besoin. Et encore une fois, c'est des fichiers normalisés. Vous voyez, un fournisseur, revendeur ou même un fabricant de machines ont de toute façon la conception 3D de la machine. Après, c'est justement là où vous pouvez aider pour pouvoir paramétrer, comme Xavier l'a montré, une machine d'impression 3D. Clairement, vous pouvez vous faire pour le client proposer ces services, typiquement pour faire en sorte qu'il y ait encore plus de gains de temps au final avec votre aide sur ce sujet-là pour le coup. On essaie d'en rajouter, mais encore une fois, il y a tellement de fabricants à travers le monde avec tellement de technologies différentes que même si on a des équipes qui sont dédiées à ça, on ne peut pas avoir tous les post-processeurs et toutes les machines. C'est déjà très riche. C'est déjà très riche. Oui, je vous invite à aller voir justement dans la zone bibliothèque machine. Vous verrez qu'il y a beaucoup de modèles. Je vous propose une petite pause. C'est l'occasion jamais de vous faire le dernier café de la journée, un petit thé ou un petit verre d'eau. Et on fait un temps d'échange. Toute l'équipe va bien sûr être disponible sur les différents étages. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs étages. Normalement, automatiquement, lorsqu'on va quitter la conférence, vous allez arriver au premier étage. Mais sachez qu'en haut, au centre de votre écran, vous aurez la possibilité de prendre l'ascenseur et de découvrir les autres accès sur lesquels vous attendent les équipes techniques
vous pouvez aller les rencontrer, leur poser des questions dans les zones donc, qui s'appellent Infodesk, qui se trouvent dans les différents étages. Donc, je vous invite vivement à ouvrir vos micros, ouvrir vos caméras pour poser des questions. Il n'y a pas de souci, cette journée est pour vous, donc profitez-en. On se retrouve à 16h30 pour enchaîner sur 2 talks inspirants. Cette fois-ci, on va parler de l'intégration de Fusion dans le domaine de l'éducation et de la fracture numérique, et on parlera d'éco-conception avec un sujet, on avait déjà invité la société MakerSite, mais cette fois-ci, on va prendre un peu plus de hauteur et parler vraiment de l'éco-conception en général et de voir comment on parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure, comment on peut aussi s'appuyer sur de la data pour être plus efficace pour des process de fabrication, mais aussi plus efficace en termes de contrôle de notre impact lorsqu'on fabrique un produit. Donc, je vous laisse un petit temps de pause et d'échange avec les équipes techniques et on se retrouve en conférence plénière à 16h30. À tout à l'heure.